Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos consacrée à l'idée d'une troisième guerre mondiale mécanisée qui aurait pu potentiellement avoir lieu en Europe pendant la guerre froide. Et je vais tenter de donner des réponses à ces deux questions. Où les soviétiques auraient-ils pu attaquer ou voulu attaquer? Quel aurait été un peu leur plan, leur stratégie pour battre les troupes de l'OTAN? Je vais commencer par un aperçu général, global, et évoquer l'idée d'une guerre éclair et d'obtenir un effet de saturation pour les communistes. Alors, le Blitzkrieg, qui veut dire guerre éclair en allemand, nous rappelle la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une offensive surprise, d'avoir l'initiative dès le début, de poursuivre les opérations à un rythme très rapide, un tempo très rapide, avec les véhicules, notamment une utilisation du couple char-avion pour percer le front adverse et puis pour exploiter rapidement l'avancée du début. D'où le Panzer et les 3 avions Stuka qui sont sur cette bande dessinée. Cependant, pour les soviétiques, le modèle, c'est pas la campagne de France de mai 1940 ou les nazis, c'est leur propre campagne de Mandchourie. Alors, je vous montrerai après une carte sur la Mandchourie. Intéressons-nous d'abord à ce blog, très intéressant. Déjà, il évoque une guerre éclair à la soviétique, concernant la Mandchourie. Ensuite, d'un modèle mandchourien qui s'impose pendant la guerre froide. Et que ce fameux modèle est en fait l'acceptation délibérée de l'offensive. Donc si une troisième guerre mondiale avait eu lieu en Europe, les soviétiques auraient pris l'offensive. Plus précisément, qu'est-ce qu'on voit? Là, une carte de la campagne de Mandchourie de 1945, faite par l'armée rouge contre les Japonais. La Mandchourie, c'est donc une province qui se situe entre la Mongolie, l'URSS ou la Russie, et puis en bas, vous avez la Chine et la Corée. Vous avez donc une multitude de flèches rouges qui nous montrent ce blitzkrieg soviétique. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette campagne? Déjà que les Russes ont cumulé plusieurs effets de surprise, notamment en passant par la zone entourée, c'est les massifs du Grand Khingan. Un petit peu comme les nazis sont passés par les Ardennes, si vous voulez. Ensuite, une campagne au tempo très rapide, on a des colonnes blindées qui font plus de 100 km en 48 heures, un encerclement de l'adversaire. D'autre part, on a une multitude d'attaques simultanées, notez toutes ces flèches qui attaquent en même temps, on a 3 fronts, 3 groupes d'armées qui attaquent au même moment. On a également une exceptionnelle coordination interarmes entre le génie et l'infanterie, par exemple, entre les forces des parachutistes et les divisions blindées, interarmées aussi entre un tout petit peu la marine et l'armée de terre, et puis surtout entre l'armée de l'air et évidemment l'infanterie, et puis entre les forces fluviales sur le fleuve Amour, avec là aussi l'armée de terre. Et je vais arrêter ici les exemples. Enfin, on a une logistique très solide, une adaptation des moyens aux fins, et également une adaptation des structures organisationnelles aux fins. Et c'est parce que cette campagne a été une réussite totale, même si les soviétiques en soi ne pouvaient pas la perdre, c'est une réussite exceptionnelle. C'est pour ça que pendant la guerre froide, les stratèges de Moscou la prennent pour modèle. Et si une troisième guerre mondiale avait eu lieu en Europe, les soviétiques s'en seraient forcément inspirés. Mon schéma ici vous donne des détails supplémentaires et puis vous résume un petit peu cette célèbre campagne de Mandchourie. Cependant, la Mandchourie, c'est loin, un petit peu dans le temps. On a des exemples plus contemporains des décennies 70-80. Exemple 1967, la guerre des 6 jours menée par Israël contre les pays arabes. L'important est ici, dans cet encadré, on nous précise que l'aviation israélienne attaque sans déclaration de guerre, elle s'empare de la supériorité aérienne, puis après on a de nouveau l'utilisation du couple char-avion avec des percées de divisions blindées. Donc ça, c'est un exemple beaucoup plus récent que les communistes auraient pu prendre pour modèle. Ok ? Autre exemple, toujours du côté du Moyen-Orient, la guerre du Liban
de 1982 et pour être précis, l'opération Paix pour la Galilée, là aussi menée par Israël, qui est à la fois une opération dans la profondeur, je vous reparlerai de ce terme après, et puis c'est surtout un blitzkrieg des années 80, avec toutes les nouvelles technologies qui s'y rattachent, notamment la guerre électronique, le brouillage radar, le brouillage des télécommunications, l'utilisation d'avions radars AWACS, l'utilisation de petits drones également, etc. etc. Donc là aussi, un cas qui aurait pu servir de modèle aux soviétiques dans leur campagne contre l'OTAN. Ok ? Maintenant, l'autre idée que je voulais vous indiquer, celle d'un effet de saturation. Donc, sur cette carte qui est issue d'archives de la CIA, eh ben, que voit-on? À droite, un second échelon, c'est-à-dire des forces importantes qui restent en URSS, qui ne sont pas sur le rideau de fer. Et ce second échelon a pour objectif de renforcer dans les plus brefs délais le premier échelon pour que tous ensemble ils attaquent la RFA. Donc l'idée c'est bien de noyer sous le nombre les divisions de l'OTAN. D'accord ? Ensuite, quels auraient pu être les objectifs stratégiques des soviétiques, notamment les buts de la guerre, les buts dans la guerre pour être précis, pour Moscou. Donc là aussi, ce sont des estimations, des hypothèses. Je vais aussi partir d'une carte. Pour les communistes, le premier objectif aurait été d'attaquer en RFA pour s'emparer de villes symboliques importantes. Je pense aux villes de la Ruhr, Bonn, Cologne, Francfort. Et s'ils en auraient eu la possibilité de s'emparer également de Bruxelles, qui est déjà à l'époque un peu la capitale européenne, mais surtout le plus important, ça aurait été de détruire le corps de bataille de l'OTAN, de causer des pertes insupportables aux troupes américaines et aux forces de l'OTAN qui sont en Allemagne de l'Ouest. Première idée, annihiler les forces adverses pour en fait que ceci se transforme en gain diplomatique. Autre idée, s'emparer des ports de la mer du Nord. Pourquoi ? Parce que dès cette époque, les grandes portes d'entrée maritime en Europe, ce sont les ports de la mer du Nord, dont Rotterdam, dont Hambourg, Anvers, etc. Et c'est par là qu'arriveraient le plus facilement, le plus logiquement possible, les renforts anglais et américains. D'accord ? Par contre, les ports de l'Atlantique, les ports de la Méditerranée et puis le détroit du Danemark, ces éléments me paraissent être des objectifs soit très secondaires, soit des objectifs utopiques, des objectifs inatteignables. D'accord ? Dans la même idée, l'idée pour Moscou d'attaquer l'Italie, la Grèce, voire la Turquie me paraît totalement loufoque, inutile, superflu. Parce que au niveau géopolitique, politique et stratégique, ça n'a très 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 peu d'intérêt pour les Russes. Alors je reviens sur l'idée d'une attaque possible des soviétiques au Danemark et en Norvège. Alors au niveau naval, ça peut avoir un intérêt, les Russes ont les moyens de faire des petits débarquements, mais là aussi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ils vont gaspiller des forces pour un intérêt limité. Sans pas du Danemark permet de verrouiller la Baltique, mais bon, bof, j'ai envie de dire. Et attaquer la Norvège permet d'éloigner une menace navale de la part de l'OTAN, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt globalement. Ça me paraît être largement secondaire. Donc les livres qui parlent d'un flanc nord de l'OTAN qui serait le ventre mou des Occidentaux, bon, j'avoue que cet argument me paraît pas très pertinent. De même, l'idée d'une campagne des Soviétiques au Moyen-Orient me paraît vraiment loufoque et illusoire. Déjà à cause du terrain, on a vu que la guerre en Afghanistan leur avait fait beaucoup de mal, les montagnes et les terrains sauvages, ça réussit pas forcément beaucoup à l'armée rouge, et puis le pétrole, les soviétiques, ils en ont. Donc ça me paraît être pas très intéressant pour eux. De même, là, ce document sur une possible campagne en Espagne, je me demande presque si cette carte n'est pas un outil de propagande plutôt que un vrai document militaire, en fait.
Ensuite, au niveau intermédiaire, au niveau opérationnel, c'est-à-dire entre les combats tactiques et puis la guerre à l'échelle stratégique. Que peut-on dire? Déjà, on peut estimer les percées que les Russes auraient choisi de faire en Allemagne de l'Ouest, vu qu'on a dit que c'est là que se seraient concentrés les combats. Alors si on reprend le rideau de fer, qu'on regarde le relief un petit peu, et ben au nord on a un paysage de plaine, les Landes de Lüneburg, qu'on surnomme à l'époque le charodrome, tellement le terrain est favorable aux colonnes mécanisées. Par contre, l'Allemagne du centre regroupe quelques bois, puis des petites collines qu'on voit ici au second plan. Donc c'est un peu moins favorable aux chars. Tandis qu'au sud, les monts de Bohême, de Thuringe, des forêts de Bavière et de Bohême, pareil, sont plutôt défavorables à l'action des véhicules militaires. Du coup, on peut en tirer des percées qui auraient eu lieu à ces endroits-là. C'est ce que confirme cette carte que j'ai trouvée. Regardez bien les flèches rouges. Donc, parmi ces percées, on mentionne souvent la trouée de Fulda. C'est un endroit hautement stratégique. Pourquoi? Parce que ça aurait permis aux communistes de couper en deux les forces de l'OTAN et d'atteindre très facilement le Rhin, qui à cet endroit-là est à moins de 100 km de la RDA. D'accord? Donc c'est surveillé directement par les Américains, qui mettent des troupes d'élite. Ensuite, le fameux charodrome, une percée sur Hambourg, en terrain favorable et sur les ports de la mer du Nord. Et puis, on a aussi cette trouée de Cassel qui permet de menacer directement la Ruhr, donc un centre politique et industriel essentiel en Allemagne de l'Ouest. Les deux flèches sur Hanovre, Nuremberg et puis Munich, donc plutôt les trois flèches, apparaissent plus secondaires. Elles ne sont pas citées par la revue Guerre et Histoire dans leur dossier qui est consacré à cette question. Alors pour Hanovre, je suppose, mais je ne suis pas sûr que c'est à cause du canal Mittelland. Et pour le sud, par contre, c'est assez évident, c'est parce que les Tchèques, pas hyper bien armés, se seraient trouvés face aux troupes d'élite américaines dans un terrain assez compliqué. D'ailleurs, le plan qui annonce que les Tchèques auraient atteint la ville de Lyon en 9 jours me paraît totalement utopiste. Voici la carte, excusez-moi, de la revue Guerre et Histoire, qui confirme un petit peu ce que je vous ai indiqué, ou qui apporte des précisions supplémentaires, celle-ci aussi. Toujours donc au niveau opérationnel, mais un petit peu au niveau tactique, je vais évoquer les opérations dans la profondeur, les offensives en peigne et une tactique d'infiltration. Alors la tactique d'infiltration est née en 1917-1918, elle a été développée par les Allemands, on l'appelle aussi la tactique von Hutier. L'idée c'est de percer, puis d'avancer en ligne droite en contournant les points de résistance. À une échelle un peu plus grande, à l'échelle opérationnelle, les soviétiques dans les années 1920-1930 développent cette idée d'opération dans la profondeur. Donc plusieurs percées, je dis bien plusieurs. Seulement pour les stratèges de Moscou, le plus important c'est pas de percer, le plus important c'est d'exploiter, c'est-à-dire d'avancer le plus loin possible et le plus profondément possible et puis le plus vite possible dans les arrières de l'adversaire pour atteindre des objectifs stratégiques. D'où l'idée d'une offensive en peigne, voilà, qui s'infiltre très loin en territoire adverse et très vite. Cette idée confirmée par ce schéma qui montre des tactiques soviétiques de la guerre froide, toujours l'idée de contournement des points de résistance, quelques petits encerclements, et ce que je vous ai déjà dit, avancer le plus loin possible pour atteindre des objectifs de grande valeur. Cette illustration a aussi l'avantage de montrer une action interarmes et interarmée, c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Ce que je vous ai dit est confirmé par ce document qui a été donné à la CIA par un transfuge polonais. Ces flèches nous montrent des infiltrations pareilles très loin en territoire ennemi. Seule petite précision qu'il y a par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que dans ce plan, on envisage des frappes nucléaires tactiques avec l'énorme danger que cela crée, à savoir une possibilité d'apocalypse nucléaire. D'accord ?
Autre illustration très pertinente, qui est d'ailleurs en russe, en cyrillique. Imaginez donc un front comme ceci. À gauche, on a les forces du pacte de Varsovie. À droite, on a celles de l'OTAN. Bah voilà comment les Russes envisagent leur blitzkrieg, leur offensive interarmes. On a donc des percées blindées, mécanisées, avec les tanks accompagnés des véhicules d'infanterie tels que les BMP. Et ces chars sont soutenus par des attaques de l'aviation, des frappes de missiles sol-sol tels que les Scud, un soutien des hélicoptères qui font à la fois la lutte anti-char et des assauts héliportés, et puis un soutien également des parachutistes, toujours pareil, pour s'infiltrer en profondeur. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les plans stratégiques et opérationnels des soviétiques s'il y avait eu une troisième guerre mondiale mécanisée en Europe. Merci pour tout.